professeur Madeleine, qui était mon patron à l'époque que j'étais à Bichat, il y a plus de 12 ou 13 ans déjà. Le premier topo, finalement, il est là, merci. Et, oups, attention. Oui, vous pouvez fermer ceci. Voilà, c'est bon, parfait. Donc, premier topo que vous m'avez demandé, c'est la prise en charge de l'endométriose chez l'adolescente. C'est vrai que ce n'est pas du tout la patiente la plus qu'on voit le plus fréquemment, mais s'il y a un seul message que je veux que vous gardiez, c'est qu'on a une grande opportunité, si on est bon à identifier, traiter et suivre ces patientes. C'est une opportunité vis-à-vis du suivi au long terme. Hein. Quand je pense au long terme, je ne pense pas seulement au suivi et au traitement de douleur, mais surtout au suivi du point de vue de la fertilité de ces patientes. Hein. Et je suis très critique, et mon activité est surtout chirurgicale, mais je suis très critique avec nous-mêmes, les chirurgiens, parce que je pense qu'on est beaucoup plus responsable de la fertilité à long terme que les FIVistes. Hein. Malheureusement, dans beaucoup de pays, et le mien aussi, parfois la patiente reçoit une recommandation pour son traitement d'endométriose qui est beaucoup plus lié à la dédication du médecin qu'elle voit qu'à ce que vraiment elle peut avoir besoin. Hein. Elle n'est pas si rare, l'endométriose de l'adolescente. Hein. C'est vrai qu'elle est peu fréquente, mais peut-être elle est peu diagnostiquée. Hein. Et si on pose les classiques questions de symptômes aux patientes adultes avec endométriose profonde, presque la moitié d'elles avaient déjà des symptômes d'endométriose profonde. Il y a une étude très intéressante de notre collègue de la Turquie, Ertan Sayıroğlu, qui démontre que si chez des jeunes patientes, il y a ces trois conditions, douleur abdominale plus ou moins cyclique, dysménorrhée résistante aux traitements médicaux et absentéisme de l'école, ils ont plus de 70% de possibilité d'avoir une endométriose. Il y a certainement des facteurs de risque, mais la plupart probablement n'en auront pas. Hein. Saignement utérine en néonatal, allaitement avec du lait de soja, ménarchie très précoce, histoire familiale, bien sûr, et anomalie obstructive. Hein. Et il faut quand même, il ne faut pas craindre que toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui se plaignent de douleurs vont avoir une endométriose, mais il faut quand même dédier du temps à les interroger. C'est peut-être les gynécos, c'est peut-être les pédiatriciens qui doivent s'en occuper, hein. Mais il faut bien interroger ces jeunes femmes à propos de leurs douleurs, à propos de la façon comment elles vont au niveau digestif, à niveau urinaire, et comme ça on va pouvoir commencer à penser à ça. Les symptômes, c'est des symptômes classiques et ils sont assez fréquents. Hein, dysménorrhée, surtout absentéisme, pauvre réponse au traitement et pas très satisfaite avec les antidouleurs. Franchement, je ne suis pas très sûr que ce soit exactement, ou que la maladie se comporte de la façon exactement pareille que chez l'adulte. Il y a des choses curieuses. Hein. Il y a environ 30% de patientes qui vont franchement progresser. C'est quand même surprenant qu'il y a un peu plus de 40% de patientes qui peuvent avoir une résolution spontanée. Malheureusement, le diagnostic, c'est peut-être le range d'âge où il y a beaucoup plus de retard. La plupart des patientes qu'on est capable de diagnostiquer vont débuter avec des stages précoces, mais on peut trouver tous les stades. Hein, tous les stades. Cette dernière phrase, il faut bien la comprendre. Quand je dis risque plus élevé si pas de pratique de sport de loisir, ça veut dire que c'est des femmes qui ont une affectation de leur vie quotidienne qui ne leur permet pas de faire le sport de loisir classique à cet âge. Et il y a une association à des troubles psychologiques que cette étude démontre bien. Hein. En fait, la qualité de vie de la patiente avec endométriose, on sait tous qu'elle est mauvaise, mais même à ces jeunes âges, il y a des études qui la comparent et qu'on voyait avec des échelles de qualité de vie, l'endométriose est largement pire que avoir d'autres maladies, comme vous voyez, l'arthrite rhumatoïde juvénile ou le PCO. Hein. Et quel est notre choix de traitement? Quelles sont les options qu'on peut offrir à ces patients? C'est un peu adapté à ce qu'on fait chez l'adulte, mais en gros, c'est traitement médical comme première option, toujours.
L'option de la chirurgie, normalement, ça devrait amener en la plupart des cas, ça doit être une bonne solution, mais ce n'est pas la première dans ces jeunes femmes, c'est la deuxième. Et surtout, ce n'est pas un choix entre chirurgie et traitement. Si on fait la chirurgie, on va discuter l'indication, mais le traitement médical doit se faire avant et doit se faire après, et doit se continuer. Parce que, surtout à ce jeune âge, la prévention secondaire est très, très, très importante. Ce n'est pas simple de décider entre, c'est ce que je mets là en dessous, entre chirurgie au tout début pour éviter des endométrioses étendues ou éviter la chirurgie pour protéger la fertilité future. La prévention secondaire, c'est très très clair, il y a plein de données, ça c'est juste un exemple, et c'est un peu comme l'adulte, mais en long terme. Et il y a très peu de risques, même sur des choses que pourraient nous concerner, comme la densité des os. Je ne sais pas beaucoup pourquoi ça se voit tellement rare, mais bon, désolé. On peut trouver aussi de l'adénomyose. C'est beaucoup moins fréquent, mais on peut en trouver. Et sous des formes un peu bizarres, des formes de kyste à niveau myométrial. Et dans ce cas-là, le traitement médical pourrait être exactement pareil, mais parfois ça peut être un peu plus compliqué de gérer et on peut être aidé par ajouter des analogues de la GnRH avec un supplément hormonal, une thérapie ADVAC. Normalement, ça devrait bien se passer à niveau de contrôle des symptômes et par différence à l'adulte, ça peut aider même à régresser les lésions et qu'après, la patiente peut être bien contrôlée seulement avec pilule. Du point de vue économique, et je pense qu'on est tous responsables de nos équipes et il faut penser pas seulement à notre patiente individuelle, mais notre population de patientes et les ressources que nous avons. C'est vrai que si le délai de diagnostic est extrêmement long, le coût pré-traitement de l'endométriose est énorme. Le coût, l'année du traitement, va être beaucoup plus élevé puisque l'endométriose va être plus avancée et le coût après aussi. C'est très important de bien voir ce qui se passe. Comment est-ce que qu'est-ce qui se passe avec ces patientes? Comment est-ce qu'elles arrivent nous voir, les spécialistes d'endométriose? Malheureusement, la plupart des fois, elles ont vu au moins 3 spécialistes. Et malheureusement, le référent à un spécialiste d'endométriose, c'est la mère, beaucoup plus fréquemment que n'importe quel autre médecin. Donc, il manque pas mal de formation à ce sujet. C'est vrai que c'est beaucoup plus fréquent chez la femme blanche, chez des femmes qui ont des histoires familiales, et il y a toujours un grand retard. En gros, quand la chirurgie est nécessaire, les résultats à long terme sont assez rassurants. D'accord ? La plupart vont aller bien. D'accord ? Et en ce qui concerne les endométriomes, il y a certainement une récurrence, on le sait tous, qui n'est pas franchement liée à la taille du kyste, ni au score, ni si c'était un côté ou deux côtés, ou s'il y a une coexistence d'endométriose profonde. Mais en tout cas, ce que vous devez penser, c'est que si la patiente la chirurgie est bien indiquée, la chirurgie est bien faite, c'est important, mais ce qui est extrêmement important, c'est le suivi et le contrôle avec traitement médical. Le bénéfice de prévention secondaire, de protection qui peut offrir le traitement médical disparaît au moment où la patiente arrête le traitement. Et on est en train de parler de patientes extrêmement jeunes. Du point de vue de leur fertilité, en gros, si c'est la première fois qu'on envisage une conversation avec ces patientes, je pense qu'on peut être rassurant. La plupart de nos jeunes patientes avec endométriose en adolescence vont pouvoir tomber enceintes spontanément à long terme. Et la plupart, on va être devant de gérer de patientes avec un stade très, très initial. D'accord ? Ça, c'est juste une image pour faire penser à que, avec toute l'information que nous avons, on la partage avec nos patientes, mais que c'est aussi nos patientes qui peuvent faire le choix d'une chose ou d'une autre. S'il y a aussi, j'ai parlé tout à l'heure de la divulgation, la formation qu'il faut faire environ la communauté médicale, mais au moins dans mon pays, il faut faire aussi une formation sociale à nos femmes pour réduire au maximum, si possible, le délai de la maternité. Parce que, vous allez voir, ça c'est la moyenne espagnole. La moyenne espagnole au premier enfant va bientôt passer au-delà de 32 ans.
La moyenne dans notre centre, qu'évidemment il y a un grand recrutement de PMA, c'est au-delà de 36 ans pour premier enfant. Hein. Et je pense que la différence entre cette génération et la génération précédente, c'est que c'est la génération de ma mère, par exemple, il y avait les enfants d'abord et l'endométriose après, et maintenant c'est à l'envers. On commence par traiter l'endométriose et cherche les enfants après. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que si on diagnostique dans une femme très très jeune l'endométriose, on lui offre le traitement médical, mais si malgré tout elle a besoin d'une chirurgie, il faut penser aussi à sa fertilité future, offrir des options de préservation de fertilité. Vous voyez bien, hein, c'est bien accepté que le jeune âge est une des indications principales de préservation. Hein. Il y a une phrase que je trouve très intelligente de cette présentation de Paolo Vercellini, c'est la dernière dans l'écran, hein, qui dit que la préservation de fertilité sans pilule, ça veut dire la congélation d'ovocytes, est moins effective que la pilule sans préservation d'ovocytes. Hein. C'est quelque chose d'important. Il faut avoir des conversations avec nos patientes parce qu'on est tous d'accord à opérer moins, à opérer plus tard, à opérer mieux, à proposer la préservation, même la FIV, mais l'âge, c'est quelque chose que il faut que ce soit la patiente qui soit d'accord avec nous. Donc, je finis. Hein. On a besoin d'un entraînement pour identifier et orienter bien ces patientes. Le délai des diagnostics des chirurgies et les chirurgiens nécessaires peuvent être plus dangereuses que si on ne faisait rien avec la maladie. Donc, si on ne prend pas les bonnes décisions, on peut faire beaucoup de mal. Hein. Et comme je vous ai dit, pendant la jeunesse, si les traitements médicaux ne sont pas suffisants, la célioscopie peut jouer un bon rôle. Même si c'est des cas initiaux, c'est des femmes très très jeunes, il faut faire très attention, il faut opérer ces patients par des équipes bien expérimentées. Hein. Et il faut toujours discuter avec nos patientes le risque et les coûts de retarder leur maternité. Hein. C'était tout. Merci beaucoup. Merci.